Merci aussi de m'avoir invité. Toujours un grand plaisir de retrouver non seulement des collègues, mais de vrais amis avec qui on partage énormément. On partage énormément au plan médical. Et comme on va voir, effectivement, Monsieur le Président a parlé du concept du vieillissement, mais dans le versant fragilité, dans le versant pathologique. Bien évidemment, et fort heureusement, pas toutes nos personnes âgées, pas tous nos aînés auront cette problématique de polypathologie. Et donc, quand on parle de la prescription médicamenteuse chez un patient qui a un insuffisance rénale, et je remercie énormément le comité d'avoir choisi ce thème, eh bien, on a souvent la peur, la hantise de tomber dans le iatrogénique, et on va voir un petit peu comment il faudra faire pour, certes, éviter certains médicaments, et puis surtout pour surveiller certains médicaments au décours d'une infection intercurrente quand vous avez une insuffisance rénale qui s'installe de manière aiguë. Alors, je pense que là maintenant c'est clair, la définition du sujet âgé est une définition à revoir à la hausse et que c'est plutôt le terrain sur lequel va se greffer l'âge chronologique qu'il faille prendre en considération, et c'est cette notion de morbidité, cette notion de polypathologie qui va véritablement qualifier notre personne, qu'il soit âgée ou pas, si ce n'est qu'à partir de 75 ans, quand on a eu la chance d'avoir un vieillissement réussi, et ce vieillissement réussi toujours passe par une meilleure prévention, et la prévention pour un meilleur vieillissement réussi, c'est plus pas à l'âge de 40 ans, c'est pas à l'âge de 30 ans, mais c'est tout jeune. Donc préparons notre vieillesse, faisons de telle sorte que nos jeunes et nos plus jeunes soient sensibilisés à cela. Alors, cette notion de vieillissement de la population, ça nous intéresse, la gériatrie s'impose à nous, fort heureusement, c'est un très bon signe. On voit la personne âgée comme étant une problématique. Hier, j'ai eu l'honneur d'animer un débat au niveau de la faculté des lettres au décours de l'Observatoire national des personnes âgées dont je fais membre. Et quand on parle de personnes âgées, systématiquement on va parler de la personne âgée comme étant une problématique. Mais non, quand on prend de l'âge et quand on arrive à un âge certain, c'est quand même quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de positif, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir vivre longtemps parce que il y a eu un progrès indéniable au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la prévention du vieillissement. Alors notre population, elle vieillit, la transition est là, la transition ne fait que s'accélérer, parce que si nous comparons notre population aux populations du Nord, bien sachez que nous allons faire beaucoup plus rapide, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, donc le Maghreb, eh bien en l'espace de quelques années, notre population va doubler. Et si je vous donne un chiffre, pour le Maroc en particulier, en l'espace de 10 ans, notre population âgée de plus de 65 ans a augmenté de 30%. Et dans 30 ans, c'est un patient sur 5 qui sera âgé de plus de 65 ans. Maintenant, on revient à la hausse pour la définition. 75 ans sans polypathologie, si on a plus de 3 pathologies qui greffent le pronostic, qui greffent la perte d'autonomie, c'est à partir de 65 ans, effectivement. Alors, je remercie mes chères personnes âgées qui m'ont donné l'autorisation de vous montrer ces belles photos. C'est pour vous montrer que la particularité de la population âgée, c'est une population qui est fortement hétérogène. Vous avez à votre gauche un monsieur qui va très bien, qui n'a aucune polypathologie, qui est autonome, qui va très bien. Mais effectivement, l'avance en âge, le poids de l'âge va faire qu'on aura... Vous n'entendez pas un bruit sourd? Non, ça va. Le poids de l'âge va faire qu'on aura un vieillissement inéluctable, fonctionnel, mais est-ce que le vieillissement fonctionnel donnera lieu à une pathologie? Et pour l'occurrence, est-ce que le vieillissement rénal donnera lieu à une insuffisance rénale? Et puis à l'extrême, vous avez une personne âgée dépendante dont la qualité de vie, dont l'espérance de vie sera tellement réduite qu'on parlera en termes de qualité de vie. Et entre les deux, la notion, et ça c'est important, le concept de fragilité, je pense que nos médecins, nos collègues et amis qui ont déjà eu une formation en gériatrie, comprennent que la notion de fragilité, ce concept de fragilité, il faille avoir de façon indéniable dans l'exercice de notre fonction. Rechercher là où ça peut aller mal pour justement ne pas attendre que les complications n'arrivent. Alors concernant le rein, on a parlé du vieillissement, qu'avec l'âge tout vieillit, bien évidemment. Eh bien il faut savoir que déjà, à partir de 40 ans, c'est assez tôt, notre débit de filtration glomérulaire va baisser de 1% par an, grosso modo de 10% par décennie, pour arriver à une fonction rénale dite physiologique de l'ordre de 60 ml la minute vers l'âge de 60-75 ans. Première chose. Deuxième chose, à côté de cette réduction néphronique, de cette baisse physiologique du poids, eh bien nous allons avoir aussi une baisse de la masse musculaire. Si on prend un chiffre,
entre 40 et 80 ans, nous allons perdre de façon physiologique, sans qu'on ait de maladie, sans qu'on ait de dénutrition, sans qu'on ait d'immobilisation, eh bien on va perdre 20% de notre masse musculaire. Or, nous savons que pour évaluer une fonction rénale, qu'il nous faille de la créatinémie qui est le produit du catabolisme musculaire. Donc premier message, peut-être que ça c'est l'un des propos, l'un des messages le plus important de cette présentation, c'est que devant un patient, quel que soit son âge, mais a fortiori s'il est âgé, compte tenu de ces modifications des compartiments, compte tenu de cette baisse physiologique de la fonction glomérulaire, il est impératif non pas de s'arrêter au dosage de la créatinémie, mais plutôt du débit de filtration glomérulaire et de la clairance. Maintenant, se pose la question, de quelle clairance parlerions-nous? Et c'est ce à quoi je vais essayer de répondre. Alors cette baisse de la fonction glomérulaire, va donner lieu à une insuffisance rénale qui sera pathologique. Et quand je vous donne des chiffres, ce sont des chiffres réels. 65 à 75 ans, 15% de nos personnes âgées auront une insuffisance rénale à moins de 60 ml la minute. Et un patient sur deux au-delà de 85 ans. Or, comme a dit Monsieur le Président, c'est à partir de cet âge-là que les maladies commencent. Et c'est à partir de cet âge-là en particulier qu'il faudra traiter ces maladies. Et on va voir comment devrions-nous les traiter. Alors les principales causes, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, chez nous en particulier, la polykystose aussi, et puis la sténose athéromateuse. Donc l'insuffisance rénale, c'est fréquent. L'insuffisance rénale, je parle de l'insuffisance rénale chronique et fréquente, elle est à rechercher, elle est à dépister et surtout elle est à prévenir par la prévention de ces maladies, de ces facteurs de risque dont je suis en train de parler. Eh bien, quelle est la principale conséquence que nous allons avoir quand on aura un patient qui aura une insuffisance rénale? Bien évidemment, on aura une accumulation de tous les médicaments qui seront à élimination rénale. Et quand ce produit accumulé est actif, et ce en particulier quand vous allez avoir une hypoalbuminémie, et comme on sait que la forme active des médicaments, c'est la forme qui est libre, qui n'est pas liée à l'albuminémie, eh bien le risque de surdosage sera là. Eh bien le principal transporteur qui va conditionner le profil pharmacocinétique de nos médicaments, c'est bel et bien cette protéine PGP. Qu'est-ce que la protéine PGP? Eh bien la protéine PGP, c'est un peu une espèce de protéine qui a comme rôle de détoxifier une cellule de produits endogènes ou exogènes qui seraient toxiques. Et c'est important, on va voir un petit peu quels sont les médicaments qui entraînent une inhibition de cette PGP et donc un risque de surdosage. Alors, maintenant, on parle d'insuffisance rénale chronique, on l'a dépisté, on l'a évalué, on sait que c'est une insuffisance rénale sur une hypertension qui n'a pas été bien traitée, sur un diabète, etc., etc. Une insuffisance rénale chronique, le diagnostic est simple, mais ce qui est très important, c'est à quel moment, et là on a parlé de la fragilité d'une personne âgée, et on sait que n'importe quel événement, je ne vais pas vous parler de l'approche clinique d'une personne âgée, je pense que le temps ne me le permettrait pas, mais en gros on peut savoir qu'une personne âgée, au décours d'un événement intercurrent, quel qu'il soit, qu'il fasse très chaud et qu'on soit déshydraté, qu'il ait une infection pulmonaire ou digestive ou autre, peut tomber dans un cadre d'hypovolémie. Eh bien, en même temps que cette baisse de la masse musculaire dont je viens de parler, qui est physiologique, qui est de l'ordre de 20% entre 40 et 80 ans, sachons qu'il y ait aussi une baisse du compartiment hydrique. Et on sait que le sujet âgé est très sensible aux variations hydriques, que ce soit par le biais d'une canicule, que ce soit par le biais d'une déshydratation par des gastro-entérites ou que ce soit par le biais d'une thérapeutique qui entraîne une déshydratation, notamment les diurétiques. Eh bien, à toute situation où nous allons avoir une hypovolémie, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est là et elle peut encore plus casser cette insuffisance rénale chronique qui était jusque-là stabilisée. Les autres causes d'insuffisance rénale aiguë, à côté de ces signes de ces causes d'hypovolémie, qu'elles soient vraies, notamment en cas de déshydratation, en cas de diurétique, en cas d'anémie, mais aussi qu'elles soient relatives. N'oublions pas le gros problème des insuffisances cardiaques. Vous allez avoir un atelier sur le traitement de la dyspnée suite à une insuffisance cardiaque, il me semble. Eh bien, quand on a un patient qui a une insuffisance cardiaque, il va nous faire une insuffisance rénale aiguë par hypovolémie relative et création du troisième secteur. À ce moment-là, même si on a une insuffisance rénale
aigu, on est obligé de le dépléter et le seul diurétique que nous pouvons donner chez le sujet âgé, et surtout parce que vous avez une insuffisance rénale, c'est bien le diurétique de Lens. Les médicaments, je vais en parler, et s'il vous plaît, un petit mot d'ordre sur 2 médicaments. Le premier, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont des inhibiteurs de la sécrétion de la prostaglandine, donnent des néphropathies tubulo-interstitielles gravissimes qui peuvent donner lieu à une insuffisance rénale aiguë. Et c'est souvent un médicament qui est donné sans prescription médicamenteuse. Et là, c'est quand même peut-être lancer un signal d'alarme pour qu'aucun médicament ne soit prescrit chez le sujet âgé sans ordonnance médicale et sans concertation avec son médecin traitant, notamment le médecin généraliste. Le deuxième produit, et là on a des recommandations qui sont toutes claires, les dernières sont les recommandations canadiennes dont je vais parler, c'est quand on va demander un scanner à un patient, ou qu'on va demander aussi une IRM. Même l'IRM, quand vous injectez le gadolinium, est à risque de néphropathie liée au produit de contraste. Et les injections, les scanners injectés, le produit de contraste, il est impératif non seulement, on nous demande souvent le radiologue, ou alors pas forcément le radiologue, c'est le technicien, quand vous avez l'ordonnance du scanner, il vous écrit, en tout cas je parle de l'hôpital, urécréate. Ce n'est pas suffisant. Un sujet âgé qui a 80 ans, qui fait 50 kg, avec une créatinémie qui est de 10 mg, va avoir une insuffisance rénale qui sera avérée, et auquel cas il faudra quand même prendre des précautions pour prévenir cette nécrose tubulaire due à l'injection de produits de contraste. La prévenir et surtout la rechercher, parce que la catastrophe, c'est qu'est-ce qui se passe? Le patient, on lui fait son scanner, il rentre chez lui, parce qu'il faut qu'il sorte le plus rapidement possible. Quand est-ce que va arriver l'insuffisance rénale? Ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas le jour même de l'injection de produits de contraste, c'est plutôt dans les 24-48 heures qui suivent l'examen. Et puis, n'oublions pas bien évidemment de rechercher tous les obstacles, que ce soit l'adénome de prostate, que ce soit les cancers pelviens. Un mot sur une maladie qui est fréquente chez le sujet âgé, que nous voyons énormément dans nos services et que vous nous adressez souvent au décours d'une fracture pathologique, au décours d'une hypercalcémie ou au décours tout simplement d'une anémie. J'ai vu qu'il y a eu un topo sur les anémies. Eh bien, le myélome multiple. Le myélome multiple, c'est une pathologie du sujet âgé. Et surtout quand vous avez un myélome à chaîne légère, cette prolifération monoclonale d'immunoglobulines, en particulier les chaînes légères, dont le poids moléculaire est très faible, va passer au niveau rénal et ça nous donne des néphropathies gravissimes. Et sur cela, si en même temps on va faire un traitement ou une injection, un scanner éventuellement, là vous êtes sûr de passer à l'insuffisance rénale aiguë terminale qui devra être dialysée. Un mot sur quelques maladies de la médecine interne mais qu'on voit en médecine générale. Et souvent, c'est le médecin général qui est consulté en premier. Un sujet âgé qui va développer un asthme. Un sujet âgé qui va commencer à avoir des lésions purpuriques. N'oublions pas, tout âge tardif chez le sujet âgé, c'est soit une insuffisance cardiaque avec bronchospasme, c'est soit les vascularites en cas. Les vascularites en cas sont fréquentes chez le sujet âgé et souvent, ça donne lieu à une insuffisance rénale glomérulaire rapidement progressive. Et puis enfin, une situation qui est très fréquente. Une situation où souvent, vous avez un patient qui est sous anti-agrégant plaquettaire parce qu'il est coronarien ou qu'il est sous anticoagulant et qui a besoin d'un geste endovasculaire. Et à ce moment-là, le patient va commencer à avoir quoi? À avoir des lésions cutanées. Ces lésions cutanées, un purpura chez un sujet âgé, ce n'est pas forcément les fameuses macules de Bowman qui sont les vieillissements de la plaque cutanée du collagène, ça peut tout simplement malheureusement être une maladie des emboles de cristaux de cholestérol. Et là, je demande de façon systématique une fonction rénale avec un taux des éosinophiles et souvent on a une hyperéosinophilie associée. Et puis, sans oublier, toute situation d'hypercatabolisme, on va voir une décompensation, une défaillance multiviscérale, que ce soit les infections sévères, que ce soit les traumatismes. Je l'ai fait exprès pour ce topo de ne pas vous faire le fameux 1 + 2 + 3. Un patient, vous avez un organe qui va vieillir de façon physiologique, mais sans dépasser un seuil à partir duquel il va être symptomatique. Sur cela, vous allez avoir un événement intercurrent. Pour le coup, je vais parler d'une insuffisance rénale qui soit en plus aggravée par une hypovolémie. Le gros problème de l'hypovolémie chez le sujet âgé, c'est que le patient ne va pas avoir cette sensation de soif, ne va pas avoir des signes cliniques de déshydratation. Je rappelle bien qu'on est dans l'atypie sémiologique, c'est la personne âgée, et qu'il est très difficile d'avoir des signes classiques de déshydratation. Par contre, qu'est-ce que nous aurions? Nous aurions tout simplement une hypotension orthostatique.
orthostatique. L'hypotension orthostatique est très fréquente chez la personne âgée. Et s'il vous plaît, si on parle de prévention, recherchons là cette hypotension orthostatique dans nos cabinets de médecine générale. Je vous rappelle que c'est une baisse de plus de 20 mm de mercure la systolique et ou de 10 mm de mercure la diastolique. Et si vous avez une tachycardie ou pas, on est dans de l'hypovolémie. Alors un patient qui vous fait une hypotension, parce que justement il est sous, bon, je ne vais pas faire de la contre-publicité, j'espère qu'il n'y a pas les laboratoires, mais bon, un patient qui est sous antihypertenseur, qui est sous Fludex. Fludex, c'est l'une des premières lignes de traitement antihypertenseur, sauf que chez le sujet âgé, on préfère plutôt les inhibiteurs calciques. Le Fludex, diurétique thiazidique, le patient allait très bien, sauf que l'ordonnance n'est jamais, s'il vous plaît, fixe chez le sujet âgé et qu'il faut tout le temps la réévaluer selon les situations actuelles. Un patient qui vous fait une diarrhée parce qu'il a été mis sous augmentin pour une infection pulmonaire, par exemple, j'arrête son Fludex pendant 2 jours. Sinon, l'hypovolémie va survenir et sur cette hypovolémie, j'aurai une hypotension orthostatique. Cette hypotension orthostatique va me donner la fracture et la perte d'autonomie. L'insuffisance rénale dans tout ça a été le primum movens secondaire à cette hypovolémie. Et puis les insuffisances et les états de choc cardio-respiratoire à cause de cette défaillance multiviscérale, les médicaments dont je vais parler, et notamment la polymédication. Il a été bien démontré toutes les études. En gros, à partir de 70 ans, on a 5 médicaments par jour. Et même si vous ne prenez pas, si vous ne mettez pas votre patient sur des médicaments qui sont connus comme étant néphrotoxiques, s'il vous plaît, il y a eu des études qui ont bien démontré. Prenons le temps de lire nos RCP et de lire nos interactions médicamenteuses parce qu'on va voir que on peut avoir de mauvaises surprises. Et puis les pièges. Toute situation où on est dans cette déshydratation dont j'ai parlé. Et la déshydratation, au plan clinique, on n'aura pas le pli parce que vous avez justement ce relâchement de la peau qui fait que ce pli sera là même s'il n'est pas déshydraté. La sensation de soif, vous ne l'aurez pas. Et par contre, au plan biologique, vous n'allez pas attendre à avoir un taux de durée augmenté ou une protidémie augmentée. On a des finesses, ce n'est pas le topo d'aujourd'hui, mais sachez que dès que vous avez une natrémie qui commence à se modifier dans le versant haut ou dans le versant bas et une clairance qui se change de façon très rapide, on est dans un tableau d'hypovolémie et qui va casser cette fonction rénale de façon aiguë. L'anémie, bien évidemment, peut nous entraîner par l'hypovolémie une insuffisance rénale et puis une situation très fréquente. Je ne parlerai pas de l'épilepsie, même si l'épilepsie est fréquente chez le patient âgé qui fait des pathologies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer ou les séquelles d'AVC ischémique. Mais une situation qui est très fréquente et qui sont les chutes. Un patient qui va tomber, même s'il n'aura pas de fracture du col, le fait de tomber, la masse musculaire, le peu de masse musculaire qu'il a, va y avoir un espèce de traumatisme et donner lieu à une rhabdomyolyse. Alors cette rhabdomyolyse peut ne pas survenir tout de suite. Elle peut survenir dans les 2-3 jours plus tard. Donc la rhabdomyolyse est responsable de nécrose tubulaire aiguë qu'il faut rechercher chez un patient qui va tomber. Et puis enfin, les médicaments. Les médicaments, on a dit 4 à 5 médicaments dès 70 ans. Et quand on parle de médicaments, quand on parle de polymédication, on parle de iatrogénie. Et quand on voit les chiffres, c'est quand même des chiffres qui font mal parce que c'est nous les prescripteurs, c'est nous les hospitaliers qui rendons compte de 10 à 20% d'événements iatrogéniques chez les patients hospitalisés. Et parmi ces médicaments, celui qui vient en premier, c'est bel et bien les produits de contraste et les benzodiazépines. Alors, ce qui est très important, et ça c'est le mot d'ordre, et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, on a eu la semaine dernière, il y a eu un congrès des médecins biologistes, et s'est posé la question, c'est pourquoi. Je pense qu'en ville ça se fait, mais dans les milieux hospitaliers, et je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les villes, on n'a pas systématiquement la clairance qui s'affiche au niveau des ionogrammes. Et pourtant, ça pourrait nous aider énormément. La clairance, on ne pense pas à la calculer de façon systématique, et pourtant, c'est la base de la règle de bonne prescription. Alors, on va voir si ailleurs, si véritablement, cette évaluation de la fonction rénale se fait ou pas. Et bien, sur cela, il y a eu une très belle étude qui a été faite, une étude française. On a pris sur 1 an 360 dossiers de patients qui ont fait un événement iatrogénique. 1430 médicaments, en moyenne 3 médicaments par patient. Parmi les 360 effets secondaires, tenez-vous bien, 60 auraient pu être évités. Et parmi ces 60 patients pour lesquels on aurait pu éviter justement, et ce grâce à une bonne prescription, à une règle de bonne prescription, eh bien quand même 16% n'ont pas jugé utile d'évaluer la fonction rénale. Autre étude, toujours le même auteur, eh bien cette étude, toujours française, qui a essayé de voir en fait, qui a créé une situation fictive, qui a tiré au sort
50 médecins généralistes et qui ont fait une espèce de cas clinique, un jeu de rôle et même un cas clinique. On a présenté un cas clinique et on a essayé de voir, suite à l'élaboration de ce cas clinique, patient âgé 2 qui présente et qui a telle situation clinique, comment le traiteriez-vous? Tenez-vous bien, 80% de ces médecins interrogés disent avoir évalué la fonction rénale, mais seulement la moitié le font. Donc déjà, on est très mal. Et puis, les RCP, quand on a un patient qui a une insuffisance rénale, on ne vérifie pas le prospectus ou le Vidal pour être sûr de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que cet antibiotique a besoin d'être adapté? Je parlerai un exemple type, l'augmentin. L'augmentin doit être adapté à la fonction rénale. Les quinolones que nous utilisons, on parlera tout à l'heure des infections pulmonaires, eh bien, il faut impérativement les adapter selon la fonction rénale. Et puis, en cas d'insuffisance rénale sévère, quand on est à du moins de 30, eh bien, regardez un petit peu. 66% ont prescrit un médicament contre-indiqué. À l'inverse, très belle étude sur 3 ans, recueil, accueil des urgences pour un événement iatrogénique. Étude faite au niveau de la Mayo Clinic aux États-Unis, 99 000 admissions, la moitié âgée de plus de 80 ans. Quels sont les médicaments responsables d'événements iatrogéniques? En premier lieu, on s'y attendait, la warfarine, les antivitamines K. Maintenant, il y a beaucoup d'encre qui a coulé concernant la prescription des antivitamines K, la sécurité des antivitamines K et la supplémentation, enfin le bénéfice des anticoagulants oraux directs. Le deuxième, c'est l'insuline. Mais regardez qu'est-ce qui est en troisième, en quatrième, et les antibiotiques. C'est quand même beaucoup. Pourquoi? Eh bien, parmi les facteurs de survenue d'événements iatrogéniques dans cette étude, c'était effectivement le non-respect des règles de prescription quant à la mesure de la clairance de créatinine. Alors, quand on voit notre champion du monde national de boxe, masse musculaire correcte, on a une créatinémie à 8 mg. Je l'ai calculée, selon Cockcroft. Elle est à 176, on dira même qu'il y a une hyperfiltration glomérulaire. Bon. Cela étant, chez le sujet jeune, le Cockcroft n'est pas la meilleure formule. Eh bien, si on prend notre personne qui a un vieillissement réussi, avec le poids qu'il a, la clairance va à 67, qui est correcte. Donc, s'il vous plaît, fonction rénale, c'est la clairance et c'est non pas la créatinémie. Maintenant, beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme clairance chez nos personnes âgées, qui soient ou pas insuffisants rénaux? Alors, on a 3 formules en fait. On a la Cockcroft & Go, la classique Cockcroft & Go. On a le MDRD, qui prend en considération en plus non seulement l'origine, mais la surface corporelle. Et puis quelque chose qui utilise la cystatéine, c'est la créatine kidney disease, la CKD-EPI. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Si vous avez les néphrologues devant vous, ils vont vous dire que c'est le MDRD ou le CKD. Maintenant, si on compare ces clairances selon l'âge, regardez, le MDRD et le CKD, peut-être que soit ils surestiment, ou alors peut-être que les Cockcroft & Go qui sous-estiment la fonction rénale. Alors pour cela, il y a eu une très belle étude qui a essayé de répondre à cette question. Est-ce qu'on va devoir utiliser le Cockcroft & Go ou bien le MDRD? Eh bien, c'est une étude londonienne qui a pris tous les sujets âgés de moins de 80 ans versus plus 80 ans, qui avaient une fibrillation atriale. La fibrillation atriale, c'est quand même 20% à partir de 80 ans. Et la fibrillation atriale valvulaire, mais surtout non valvulaire, elle doit être anticoagulée. S'il n'y a pas d'anticoagulant, le patient nous fait un AVC. Et ce n'est pas les antiagrégants plaquettaires qui préviennent l'AVC chez ces malades-là. Au contraire, si ce n'est qu'on met les malades au risque hémorragique. Les AOD, les AVK sont aussi bien évidemment à risque hémorragique. Alors, pour ces anticoagulants oraux directs, on en a énormément parlé, on a des médicaments de maniabilité facile qui n'ont pas besoin de monitoring, mais qui quand même ont un très grand désavantage, un très grand inconvénient, c'est qu'ils sont éliminés par voie rénale. Alors, chez ces patients-là qui sont sous AOD, que ce soit le rivaroxaban ou que ce soit le dabigatran, on va voir si on va évaluer la fonction rénale selon Cockcroft et MDRD, et si le risque hémorragique est corrélé soit au MDRD ou bien au Cockcroft. Alors juste pour vous montrer cette plaque, tous sont à élimination rénale, donc ils sont contre-indiqués quand on a une insuffisance rénale à moins de 30. Vous avez beau voir les recommandations, vous avez beau voir les RCP, je prends avec beaucoup de pondération. Certains médicaments sont même donnés à une clairance à 15. Les recommandations gériatriques à moins de 30 ml la minute, il n'y a pas d'anticoagulants oraux direct à donner. Eh bien, parmi ces médicaments, vous avez les anti-10-1,
c'est l'hexaban et les anti-2,1. Celui qui est le plus éliminé, c'est par voie rénale et de manière active, donc risque de métabolite, c'est bel et bien le dabigatran. Et bien dans cette étude, 14% des sujets les plus de 80 ans qui soi-disant avaient une MDRD à plus de 30 ml la minute et qui donc n'avaient pas de contre-indication pour le dabigatran ou le rivaroxaban, mais ça a été surtout pour le dabigatran, ont saigné, alors qu'ils avaient un Cockcroft & Go à moins de 30. Donc, peut-être que dans la population générale, moins âgés, on va utiliser le MDRD, mais s'il vous plaît, dans la population gériatrique, pour éviter cette iatrogénie qui est quand même très importante et pour éviter les événements intercurrents, notamment les syndromes hémorragiques, parce qu'un sujet âgé, quand il saigne, ça fait très mal, même si ce n'est pas dans le crâne, ça peut être dans le cerveau et ça peut être dans l'intestin et c'est terrible, eh bien, chez le sujet âgé de plus de 80 ans, le MDRD, dans cette étude-là, multiplié par 15 le risque de recevoir une thérapeutique à bonne dose et donc le risque de saignement. Donc, Cockcroft & Go, oui. Et enfin, je parlerai d'une dernière étude. C'est une méta-analyse. On a poulé toutes les études chez le sujet âgé. On a comparé Cockcroft versus MDRD ou le CKD. La Cockcroft & Go est celle qui est la plus pertinente dans les règles de bonne prescription, dans la prévention des événements iatrogéniques des médicaments. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront, mais s'il vous plaît, peut-être qu'on l'a pas dans le smartphone, peut-être que le laboratoire de biologie n'a pas pensé à nous la calculer, mais c'est une règle qui est très simple, qui prend en considération et le poids et l'âge. Avec la créatinine, comme chez nous la créatinine est souvent utilisée en milligrammes, il faudra multiplier le dénominateur par 8,8. Et elle permet bien évidemment une plus grande prudence de prescription chez les sujets âgés avec l'ajustement posologique. Le deuxième message, c'est que quand vous voyez tous les RCP sous ces résumés des prescriptions des médicaments, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que l'adaptation posologique ne se fait pas selon le MDRD ni le CKD, mais c'est plutôt selon le Cockcroft & Go. Donc, utilisons chez le sujet âgé le Cockcroft & Go. Et on parlera d'insuffisance rénale à moins de 60 ml minute. Et puis, s'il vous plaît, le sujet âgé est un insuffisant rénal qui s'ignore. Maintenant, quand on a une clairance qui serait par exemple de l'ordre de 60 ml la minute et qu'on doit surveiller ce patient, quel serait le rythme? Il n'y a pas d'évidence-based médecine, mais c'est la règle de bonne pratique gériatrique qui vous dit que quand on a un patient qui a une clairance à 60 ml minute, en dehors de tout événement intercurrent, en dehors de toute médication à risque potentiellement néphrotoxique, c'est tous les 6 mois qu'il faudra la surveiller. Un sujet âgé qui a une clairance de l'ordre de 30 ml minute, là par contre on va raccourcir cet intervalle de surveillance de 3 mois. En gros, c'est le chiffre des dizaines. L'intervalle, c'est le nombre de mois en chiffre des dizaines. Si la clairance est à 50, c'est 5. Si la clairance est à 80, c'est une fois tous les 8 mois. Si la clairance est à 20, bien évidemment, c'est tous les 2 mois parce que le risque d'aggravation est là. Donc, adaptons les médicaments dans le meilleur des cas en restant le plus efficace possible. Et là, les prescriptions doivent être bien justifiées. Alors, quels sont les risques liés aux médicaments? Ça peut être une néphropathie, une néphrotoxicité intrinsèque, la fameuse PGP dont je vous ai parlé, une accumulation parce que l'élimination ne se fait pas, et c'est souvent le cas de l'héparine à bas poids moléculaire par exemple, à chaîne longue, notamment les HBPM qui sont contre-indiqués quand on a une clairance à moins de 30. Actuellement, la seule étude qui a démontré qu'on pouvait utiliser les HBPM en cas d'insuffisance rénale, c'est bien la tinzaparine, l'INOEP, qui s'accumulerait beaucoup moins que les autres HBPM. Mais s'il vous plaît, à moins de 30, il y a une contre-indication. Ça peut être les deux. Donc cette atteinte de la PGP ainsi que l'accumulation du fait de la baisse de filtration glomérulaire, et puis sans oublier la durée du traitement, le mode d'administration, la durée du traitement. L'ordonnance n'est jamais figée. On la rediscute à chaque fois. Maintenant, actuellement, on est dans des versions très courtes de traitement, notamment par rapport aux antibiotiques. Eh bien, il faut à chaque fois, grâce à cette concertation, et c'est vous le médecin pivot de la prise en charge d'une personne âgée, pour pouvoir rediscuter le tenant et les aboutissants de toute prescription médicamenteuse. Donc, souvent excrété sous forme inchangée, comme je viens de le dire, modification de la pharmacocinétique et les conséquences qui apparaissent. Alors, les principaux médicaments qui donnent lieu à une aggravation de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale. Les diurétiques, bien évidemment. Et s'il vous plaît, le seul diurétique qu'on peut donner chez un sujet léger qui a une insuffisance rénale,
ce sont les diurétiques thiazidiques. Ce ne sont ni la spironolactone au risque d'hyperkaliémie et ce ne sont ni les thiazidiques au risque d'hyponatrémie et d'insuffisance rénale. Parmi les ARA2. Alors les ARA2, ce n'est pas une contre-indication absolue quand vous avez une insuffisance rénale. En dehors de l'olmesartan, vous pouvez le donner. Les autres, vous devez surveiller votre fonction rénale. C'est en dehors, bien évidemment, de la situation où vous avez la sténose bilatérale des artères rénales, où là, les IEC et les ARA2 sont contre-indiqués. Dans ce cas-ci, s'il vous plaît, il faut absolument surveiller votre patient et toute aggravation de plus de 25% de débit de filtration glomérulaire, vous arrêtez. Bien sûr, les produits de contraste, je vais en parler tout à l'heure. Un mot sur les statines. On utilise beaucoup les statines. Il y a une très belle revue de la littérature sur l'impact, l'aggravation de la fonction rénale chez les patients sous statine. Les statines, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les pompes concernant les statines et qu'on revient, bien évidemment, pas de statine en prévention primaire après 80 ans, on est bien d'accord, mais en cas de prévention secondaire, les statines ont toujours leur place. Eh bien, quand on met un patient sous statine, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à surveiller le bilan hépatique parce que le métabolisme est hépatique et surtout qu'on a une altération du cytochrome P450 chez le sujet âgé. Mais n'oublions pas qu'une rhabdomyolyse aussi minime peut entraver la fonction rénale, donc risque de nécrose tubulaire aiguë. Et un mot sur les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on utilise de façon assez prolongée chez nos personnes âgées qui s'attachent énormément à cette molécule parce qu'on sait que la gastrite atrophique est très fréquente chez le sujet âgé. Tenez-vous bien qu'on peut avoir de la nécrose tubulaire par événement immuno-allergique. Alors, les principaux médicaments à adapter à la fonction rénale, c'est tout ça. Et ça, c'est les règles de bonne prescription. Je ne vais pas passer l'un après l'autre pour vous en parler, mais c'est juste pour vous dire les seuls médicaments où vous êtes tranquille, où il n'y a pas d'adaptation posologique par rapport aux antibiotiques, ce sont comme macrolide, la azithromycine et non pas la clarithromycine, les cyclines qu'on utilise dans certaines situations. Et s'il vous plaît, pour les infections pulmonaires, les infections ABGN, les infections urinaires, n'ayez pas peur de la ceftriaxone, il n'y a aucune adaptation et là, on est tranquille. Antalgique, insuffisance rénale, le seul médicament que vous pouvez donner, c'est le paracétamol. Attention au tramal. Attention à la codéine qui donne lieu au gros syndrome confusionnel et aux grosses pertes d'autonomie parce que justement ce syndrome confusionnel fait le lit malheureusement d'un certain trouble des comportements et des fonctions supérieures. Maintenant pour les produits de contraste. Les produits de contraste, quand on a un patient qui va avoir un scanner injecté et qui a une clairance à 60 ml minute, qui est normale ou qui est acceptable, il est impératif d'arrêter toutes ces molécules que prendrait le patient 24 heures après. Et s'il vous plaît, on insiste sur l'hyperhydratation. Une hyperhydratation orale, et quand elle n'est pas possible, on passe à la voie injectable. Alors, on a eu beaucoup d'écrits sur le N-acétylcystéine, le fameux Exomuc pour le sujet adulte, ce fluidifiant. Maintenant, l'intérêt de la prévention de la néphropathie liée aux produits de contraste est très discuté pour ces patients-là, pour cette molécule-là. Et puis, bien évidemment, discuter avec le radiologue pour injecter le moins de quantité isosmolaire au meilleur des cas possible. Et le risque, il reste quand même présent en cas de fonction au-delà de 60, mais surtout il est très élevé à moins de 30 et là, il faut se concerter avec le néphrologue avant de faire un scanner au risque de tomber dans un événement iatrogène malheureux dans lequel vous êtes obligé de dialyser votre patient. Un mot s'il vous plaît, vous avez beaucoup entendu parler des anticoagulants oraux directs. S'il vous plaît, les anticoagulants oraux directs, c'est très bien, vous allez avoir à le manier si ce n'est déjà fait, mais attention, attention, dans les grands essais, on a eu des sujets âgés avec insuffisance rénale et le risque hémorragique est très important en cas d'insuffisance rénale avec une clairance à moins de 30. Ça a été bien démontré. Donc s'il vous plaît, à AOD égale, préférons plutôt les anti-10A plutôt que les anti-2A qui ont une grande élimination au niveau rénal. Alors, voici la réadaptation posologique chez ces patients-là, où vous voyez, alors nous, s'il vous plaît, les gériatres, à moins de 30, déjà, on évite les AOD, et encore plus quand on est à 50, où le patient, on le surveille, quand vous avez d'autres événements, d'autres signes d'insuffisance rénale, notamment des patients qui sont sous des médicaments néphrotoxiques, sous diurétiques, où là, on penserait à 3 fois avant de prescrire un anticoagulant oraux direct. Toutes les adaptations posologiques sont connues, je ne vais pas vous faire la liste. Chez les sujets diabétiques, le seul médicament, ce sont les inhibiteurs de la... Ah, j'ai dépassé le temps. Ah ben je viens de comprendre que c'était pour moi que vous tapotiez sur le... Bon ben alors en fait pour la prescription, pour vous la faire court,
et je vais passer, maintenant que le temps m'est très limité. Je pense que les règles de bonne prescription chez un sujet âgé qui est insuffisant rénal, première chose, c'est d'être un patient qui s'ignore, donc mesurons notre tolérance de créatinine. Deuxième chose, quand je mets un traitement en place, en marche, je réserve, je vérifie mes fameuses notices pour vérifier l'adaptation posologique et surtout, j'évite toutes ces situations-là où je risque de voir venir une complication à laquelle je ne m'attendais pas et je vous remercie. Merci. Merci, professeur Mouna. Vraiment un exposé très explicite et qui montre encore le terrain qui est très très fragile et très pointu. La parole est à la salle. S'il y a des questions. Merci, professeur, pour cette présentation bien didactique. Je pose une question simplement pour les hypotensions orthostatiques, c'est le sujet âgé. Comment il faut les traiter? Et en général, on trouve des sujets âgés avec des sarcopénies, etc. Quel est le traitement adopté? Merci. D'abord, je m'excuse pour le temps, je suis très bavarde. Je ne savais pas que c'était pour moi que vous tapotiez dans le micro. Alors, l'hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique, tout dépend de la cause. L'hypotension orthostatique, ça va du diurétique ou d'un traitement antihypertenseur. Et chez les sujets âgés, on ne dépasse jamais 2 antihypertenseurs. Quand vous donnez 3 antihypertenseurs, il y a attention aux doses fixes. Les doses fixes, vous savez, le fameux, pas de contre-publicité, mais l'exforge HCT, où vous avez 3 antihypertenseurs, vous êtes sûr que votre patient va vous faire une hypotension. Donc là, je vais alléger mon traitement. Maintenant, si c'est une hypotension orthostatique secondaire, là aussi à une déshydratation, à une anémie, je corrige mon anémie en cherchant la cause et je corrige ma déshydratation. Par contre, effectivement, vous êtes dans une situation où vous allez avoir une hypotension en rapport avec une dysautonomie. Chez le sujet âgé, en général, on a souvent un vieillissement de ces barorécepteurs qui sont, vous savez, dans la carotide, qui fait qu'on n'aura pas de constriction réflexe et on n'aura pas d'augmentation de la tension au stade de debout. Et là, effectivement, quand on a une dysautonomie, il y a un très beau médicament qui malheureusement n'existe pas chez nous, qui s'appelle le Gutron, qui est commercialisé à l'étranger, qui est formidable. Mais avant de mettre le Gutron, parce que ça donne des flush syndrome, soyons sûrs de l'origine dysautonomique de mon hypotension orthostatique. Un gros tiroir qui sont les hypotensions orthostatiques par hypovolémie relative quand vous avez une insuffisance veineuse. C'est pas parce qu'on n'a pas les gros paquets variqueux qui sont bien dilatés au niveau des jambes que le patient n'a pas d'hypotension, qu'il n'a pas de varices. Et dans ce cas-ci, les bas de contention, c'est le premier traitement que vous donnerez chez ces sujets. Bien évidemment, les bas de contention veineuse, je ne le prescrirai pas si j'ai une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. On est bien d'accord. Deuxième question, c'était sarcopénie. Et c'était quoi la question pour la sarcopénie? Désolée, j'ai pas... Pourquoi elle existe? D'accord. Et comment la traiter dans ce cas? Donc fonte musculaire, de 20%. 20% n'entraîne pas une sarcopénie. Déshydratation. En fait, c'est 2 choses différentes. La sarcopénie, c'est vraiment le stade ultime de la fonte musculaire. Souvent, ce sont des personnes qui ne bougent pas. Ce sont des personnes qui sont confinées ou alors qui sont trop maternées. Une personne qui ne va pas aller elle-même faire sa propre course parce que sa fille s'en occupe, c'est mauvais, on ne lui rend pas service. Une personne qui ne va pas s'habiller toute seule ou qui ne va pas aller, qui va pas être, à qui on va altérer son autonomie. Toute immobilisation. Et là, je parlerai du côté pathologique. Une personne que vous hospitalisez pour un événement intercurrent, si vous ne mettez pas la kiné tout de suite et la mettre au fauteuil, la mettre debout tout de suite, elle va perdre son muscle et tomber dans la sarcopénie. Donc ça commence par la prévention. Maintenant, vous avez un patient qui a une sarcopénie, qui est malade, qui a une sarcopénie. Eh bien, vous allez faire le renforcement musculaire, la vitamine D. J'ai vu qu'il y a un joli topo sur la vitamine D. Est-ce qu'on en fait un peu trop? On n'en fait jamais trop pour le sujet âgé. La vitamine D, ça active le renforcement musculaire et ça même prévient le déclin et la chute. Et puis après, c'est les nutritions, c'est l'enrichissement protéique, c'est la nutrition orale et puis tout le reste. Encore une dernière question. Ma question, c'est à propos d'un sujet qui est diabétique et hypertendu, sachant que pour le traitement, c'est les IEC
et les ARA2. C'est des traitements qui sont privilégiés dans ce cas. Comment faire pour surveiller la fonction rénale Oui. dans ce cas et la fréquence de... Merci, oui. Alors, ce n'est pas une contre-indication, au contraire, c'est les traitements qu'on doit donner. Alors, en fait, vraiment, la formule que je vous ai donnée, quand vous avez un chiffre de clairance selon Cockcroft, en nombre de dizaines, le chiffre des dizaines, c'est l'intervalle. En dehors d'une situation où le patient vous fait un événement intercurrent, que ce soit diarrhée, fièvre, médicaments à côté donnés à l'insu du médecin traitant, parce que chez nous, tout le monde veut bien faire et donc on prescrit, chacun y met du sien, ou alors un anti-inflammatoire. Donc toute médication prise à potentiellement néphrotoxique, vous faites une fonction rénale. Maintenant, un patient qui a 60 ml à minute, vous faites s'il vous plaît votre fonction rénale tous les 6 mois. Et si vous voyez que votre fonction rénale avec ces médicaments baisse de plus de 25%, là je suis obligée de lever le pied. Vous passez aux inhibiteurs calciques. S'il y a une aggravation de plus de 25%, ce n'est pas une contre-indication. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre patience. Merci, professeur.